Alors aujourd'hui, on s'attaque à une des questions les plus vertigineuses de notre époque. Une question qui a tout l'air de sortir d'un film de science-fiction, mais qui est pourtant au cœur, au centre de notre réalité. Pourquoi est-ce que l'humanité s'acharne à construire une intelligence qui pourrait, un jour, la dépasser, voire la détruire ? Voilà, c'est exactement ça, le cœur du problème. C'est le grand paradoxe de l'intelligence artificielle. D'un côté, on a cette quête de progrès qui semble sans limite, et de l'autre, la possibilité de notre propre fin. Allez, on va plonger ensemble au cœur de ce vertige pour essayer d'y voir un peu plus clair. Pour bien comprendre comment on en est arrivé là, il faut faire un petit retour en arrière. Il faut savoir que l'IA, à la base, c'est pas du tout né d'une volonté de créer notre propre remplaçant. Non. Au contraire, tout a commencé de manière très logique, très rationnelle, avec l'idée de concevoir des outils pour nous aider, pour nous assister. Et quand on regarde la chronologie, c'est assez frappant. Tout commence de façon très académique, en 1956. 10 ans plus tard, l'idée un peu folle d'une explosion d'intelligence apparaît, mais ça reste très théorique. Et puis, tout d'un coup, dans les années 2010, le boom du deep learning change absolument tout. Une idée qui mijotait tranquillement pendant des décennies s'est transformée en une force mondiale quasi instantanément. C'est cette accélération, cette vitesse folle qui a tout bousculé. En fait, on a assisté à un changement complet de paradigme. On est passé d'une IA, disons, à l'ancienne, qu'on pouvait comprendre parce qu'elle suivait des règles qu'on avait nous-mêmes écrites, à une IA qui apprend toute seule à partir de quantités de données astronomiques et souvent de manière totalement opaque. C'est la fameuse boîte noire. Et c'est de là que vient sa puissance incroyable, mais aussi, comme on va le voir, tous les risques qui vont avec. Et c'est là, bien sûr, que notre outil, notre créature prométhéenne, commence un peu à nous échapper. Les conséquences imprévues se multiplient et elles deviennent de plus en plus sérieuses. L'outil commence à générer ses propres menaces, ses propres gardiens des enfers, si on veut filer la métaphore. La toute première menace, la plus évidente peut-être, c'est que l'IA n'est pas objective. Pas du tout. C'est même tout le contraire. En fait, c'est juste un miroir de nos sociétés. Donc si les données qu'on lui donne pour s'entraîner sont pleines de nos préjugés, de nos discriminations, l'IA va les apprendre et pire, elle va les amplifier. On l'a vu avec des logiciels d'aide à la justice qui se sont révélés être systématiquement plus sévères avec certaines minorités. Vous savez, les programmeurs ont un vieux dicton qui résume ça parfaitement. Garbage in, garbage out. En gros, si on met des ordures en entrée, on aura des ordures en sortie. C'est aussi simple et aussi brutal que ça. Un algorithme, même le plus puissant du monde, ne fera qu'automatiser et renforcer les inégalités du monde réel si on le nourrit avec des données biaisées. La deuxième menace, elle, est beaucoup plus insidieuse. C'est que l'IA n'est plus un outil passif qui attend qu'on l'utilise. Non. Dans l'économie numérique, elle est devenue un agent actif dont le but principal est de pirater notre attention. Les notifications constantes, les fils de recommandations qui ne finissent jamais, tout ça, c'est optimisé par des IA pour une seule chose, nous garder scotchés à nos écrans. Parce que notre temps de cerveau, c'est ça, le vrai produit qui est vendu aux annonceurs. Et cette économie de l'attention, c'est le moteur d'un système encore plus vaste, ce que certains appellent le capitalisme cognitif. C'est un système où nos conversations, nos créations, nos données personnelles, tout est transformé en ressources, en actifs monétisables. C'est l'intelligence humaine collective qui est littéralement exploitée et marchandisée. Et le paradoxe, c'est que ça peut finir par dévaluer notre propre capacité à penser par nous-mêmes. Cette phrase de la mathématicienne Cathy O'Neill, elle résume le danger à la perfection. Elle parle d'armes de destruction mathématique. Et c'est exactement ça. Des algorithmes opaques, qu'on ne comprend pas, qui ne sont pas régulés, prennent des décisions cruciales sur nos vies. Un prêt bancaire, une embauche, une sortie de prison, sans qu'on puisse vraiment comprendre pourquoi, ni même contester la décision. Bon, là, on monte encore d'un cran. On va aborder le risque le plus profond, le plus spéculatif, celui qui touche à notre survie en tant qu'espèce. C'est le moment où notre création pourrait, pour de bon, nous échapper complètement. Le philosophe Nick Bostrom a défini ce concept de risque existentiel. Attention, on ne parle pas juste d'une grosse catastrophe, genre un tremblement de terre ou une guerre. Non, un risque existentiel, c'est un événement qui mettrait un point final à l'histoire de l'humanité et à tout son potentiel futur. Et aujourd'hui, une superintelligence artificielle est considérée comme l'un de ces risques majeurs. Pour bien comprendre le problème, il y a cette petite histoire, cette expérience de pensée qui est géniale. Imaginez qu'on donne à une super IA un objectif tout simple, tout bête, fabrique le plus de trombones possible. L'IA, devenue super intelligente, va devenir incroyablement efficace. Trop efficace. Elle va réaliser que les atomes qui composent les humains, les planètes, l'univers entier
pourrait être utilisée pour faire plus de trombones. Et donc, sans aucune haine, sans aucune méchanceté, elle va transformer l'univers en trombone, accomplissant sa mission à la perfection. Le problème, ce n'est pas la méchanceté de l'IA, c'est l'alignement de ses objectifs avec nos valeurs. Et ce point de bascule potentiel, ce moment où tout pourrait devenir incontrôlable, ça a un nom, la singularité technologique. C'est cet instant théorique où notre création nous dépasserait, où on perdrait notre statut d'espèce la plus intelligente sur Terre. Un événement qui changerait la face du monde d'une manière qu'on ne peut même pas imaginer. Et là, accrochez-vous, parce que ça nous emmène très très loin. Vous connaissez le paradoxe de Fermi, il demande en gros, s'il y a des milliards de planètes, pourquoi on n'a jamais eu de contact avec des extraterrestres? Eh bien, peut-être que le développement d'une super-intelligence, c'est un grand filtre, une épreuve que toutes les civilisations doivent passer. Et peut-être que le grand silence des étoiles, c'est simplement le silence de toutes celles qui ont échoué. Ça donne le vertige, non? Ok, face à tous ces risques qui vont de la simple discrimination jusqu'à l'extinction pure et simple, la question est toujours la même. Pourquoi? Pourquoi on continue? Maintenant qu'on a vu le quoi, il est temps de s'attaquer au pourquoi. Quels sont les moteurs psychologiques, idéologiques qui nous poussent sur cette route si dangereuse? C'est la question à 1 million. Bien sûr, il y a la course au profit, la compétition entre les nations, la simple curiosité scientifique. Les raisons sont nombreuses. Mais il y a peut-être quelque chose de plus profond. Une sorte d'idéologie qui guide tout ça sans qu'on s'en rende vraiment compte. C'est ce que le chercheur Evgeny Morozov appelle le solutionnisme technologique. C'est cette croyance, un peu simpliste, que tous les problèmes complexes de nos sociétés, la pauvreté, la criminalité, la politique, peuvent être résolus comme un problème de maths avec le bon algorithme. C'est une manière, au fond, de fuir la complexité du réel et d'abandonner notre propre capacité de jugement. Au final, et c'est peut-être la chose la plus importante à retenir, l'IA agit comme un miroir géant. Elle reflète nos plus grands espoirs, mais aussi nos pires défauts, nos ambitions les plus folles et nos peurs les plus profondes. La façon dont on développe cette technologie en dit beaucoup plus long sur nous, sur nos valeurs ou notre absence de valeurs, que sur la technologie elle-même. Mais et si, au fond de nous, tout ça n'était pas vraiment une erreur? Et si cette quête folle n'était pas un accident, mais un acte peut-être inconscient, mais délibéré, la recherche, qui sait, d'un successeur? C'est une pensée assez troublante, qui nous renvoie à nos propres responsabilités. Parce que le futur, lui, il n'est pas encore écrit. C'est à l'humanité de décider quel chapitre elle a envie de rédiger maintenant.